Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 19 décembre 2022. D'ailleurs, c'est le dernier Raw de l'année, mais on y reviendra un petit peu plus tard vers la fin du show. On commence le show avec Roman Reigns qui a pour objectif, seul objectif, de faire comprendre à Kevin Owens qu'il doit reconnaître la Bloodline. C'est pour ça que plusieurs fois pendant la soirée, on aura la Bloodline, du coup, Sami Zayn, les Usos et Solo Sikoa qui vont s'attaquer à tout le monde. À peu près à Raw, ils vont attaquer Mustafa Ali, Cedric Alexander, André Chase de NXT qui était de passage à Raw parce que je crois qu'il avait un match à main event. Enfin bref, ils vont s'attaquer à tout le monde. Donc juste après ça, on a eu un match par équipe entre les Street Profits qui étaient accompagnés de Akira Tozawa face à Finn Balor et Damian Priest qui sont eux accompagnés du reste de Judgment Day, du coup Rhea Ripley et Dominic Mysterio. Je n'ai pas trouvé que le match était incroyable. Il n'était pas méga long pendant le match. On avait Akira Tozawa et Dominic Mysterio qui s'embrouillaient un petit peu en dehors du ring. Du coup, Finn Balor il était un petit peu concentré par ce qui se passait en dehors du ring. Du coup, il s'est fait distraire. Et du coup, le match se termine sur Montesfort qui en profite pour faire un roll-up sur Finn Balor. Du coup, victoire des Street Profits. Après le match, Rhea Ripley elle est énervée face à Akira Tozawa. Du coup, elle attaque Akira Tozawa. Et tout ça, ça va nous mener à un intergender match. On n'en a pas souvent à la WWE, voire quasi jamais. C'est une des choses qu'on voit pas en général à la WWE parce qu'ils ont un public un petit peu PG, un petit peu ciblé sur la famille, sur les enfants. Du coup, ils essayent de pas montrer ce genre de choses. C'est pour ça qu'on a des matchs moins hardcore à la WWE ces derniers temps. C'est un peu dommage, mais en vrai, c'est un côté positif. Quand je dis que c'est positif, surtout pour la WWE qui attire plus de fans, puisqu'ils attirent les enfants, la famille, etc. Donc c'est bien pour les affaires. Après, pour nous les fans, c'est vrai que de temps en temps c'est un petit peu dérangeant, mais moi personnellement ça me dérange pas plus que ça. Là, on a eu un match entre Akira Tozawa et Rhea Ripley qui était un peu plus humoristique qu'autre chose. C'était pas un match méga sérieux comme on peut voir sur le circuit indépendant à l'époque. Mais je trouve que c'était bien, surtout pour Rhea Ripley. Je pense que ça a servi à la mettre plus en avant. Et Akira Tozawa, bah, en vrai, on peut pas faire pire que ce qu'il a eu avec sa gimmick de ninja. Donc ça l'a pas trop décrédibilisé. Et en plus, on le voit de plus en plus Akira Tozawa, donc c'est bien pour lui. Encore une fois, victoire de Rhea Ripley, évidemment, je voyais pas Akira Tozawa battre Rhea Ripley. Et si je me trompe pas, dans le match, on n'a pas eu trop de attaques d'Akira Tozawa sur Rhea Ripley, c'est plutôt Rhea Ripley qui se chargeait un petit peu de ce match-là. Du coup, voilà, ça fait plaisir. En vrai, j'espère pas forcément qu'on en aura plus par l'avenir, à l'avenir, parce que moi j'aime bien quand c'est un petit peu carré, qu'on a la division par équipe entre la division par équipe, la division féminine avec la division féminine, la division masculine, le main event avec le main event. J'aime bien quand il y a un équilibre qui se respecte et que ça reste un petit peu comme ça, parce que sinon la hiérarchie avec le Star Power ça change un petit peu. Mais j'aime bien en général les matchs intergender. En tout cas, de tous ceux que j'ai pu en voir sur le circuit indépendant, j'aime beaucoup en général. Enfin bref, voilà. Juste avant de passer au prochain match, on a eu un petit segment backstage avec Adam Pearce qui était au téléphone et qui n'arrivait pas à recevoir la personne qui voulait téléphoner. Et puis il y a MVP qui est arrivé et qui veut lui parler par rapport à Bobby Lashley. Donc peut-être on aura une éventuelle reformation du Hurt Business. Pourquoi pas? Après je suis pas le plus grand fan du Hurt Business. Je pense que vous avez remarqué que je suis pas le plus grand fan de tout en général. Enfin bref, je suis pas le plus grand fan du Hurt Business, mais je trouve que c'était une bonne faction. Et c'est dommage qu'on n'a pas plus exploité ça. Donc pourquoi pas par la suite, mais en espérant qu'on ait Homos qui soit écarté un petit peu de tout ça, parce que je suis pas un grand fan de Homos. Enfin bref, donc on a eu un tag team match juste après ça entre Luke Gallows et Karl Anderson j'allais dire Mia face à Alpha Academy. Match qui était plutôt sympa, Chad Gable il est incroyable. J'ai bien aimé la petite combinaison qu'il y a eu entre Chad Gable et Karl Anderson en début de match. Et je sais pas pourquoi, d'un moment à un autre, bah, Otis il est devenu over. Je sais pas pourquoi, le public était à fond derrière Otis. J'ai pas compris. Pour moi, s'il y a bien une personne dans ce match-là qui devrait être over, c'est surtout Chad Gable qui fait un taf incroyable et, euh, et qui fait énormément de matchs ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc j'ai pas compris. Mais victoire de Z aussi qui remporte le match avec leur Magic Killer. Au final, c'est une bonne chose que Z aussi soit revenu à la WWE. Il y en a beaucoup qui étaient réticents par rapport à tout ça, mais moi je trouve que c'est une bonne team et que ça redore un petit peu la division par équipe. En plus, ils font de bons matchs et en plus, ils les remportent. Donc je trouve ça bien. Après le match, on a Z aussi qui célèbre, mais ils seront attaqués par la Bloodline qui fout le chaos complet depuis le début de la soirée. Donc on a les officiels qui viennent pour un petit peu les séparer. Et tout ça, ça va nous mener à un match entre AJ Styles et Sami Zayn un peu plus tard dans la soirée. On y reviendra juste après. Ensuite, on a un segment backstage entre Alexa Bliss et Bianca Belair. Elles se font interviewer par Byron Saxton. Je rappelle qu'Alexa Bliss est challengeuse numéro 1 au titre de Bianca Belair et que du coup, on aura un match qui sera organisé, un match de championnat dans 2 semaines. Donc voilà, on a Bianca Belair qui dit qu'elle n'a pas confiance en Alexa Bliss avec ce qui s'est passé la semaine dernière et même ce qui s'est passé avant.
Alexa Bliss, elle dit qu'elle sait d'où ça vient, que ça vient de Bray Wyatt. Donc c'est la première fois qu'on parle de Bray Wyatt dans cette histoire. Donc elle se fait contrôler un petit peu par Bray Wyatt et elle n'arrive pas à garder le contrôle par rapport à ça. Elle nous dit que grâce à son amitié avec Bianca Belair et Asuka, elle a réussi à comprendre qu'elle pouvait encore gagner des titres, qu'elle était forte et que voilà. Mais on a Bianca Belair qui dit qu'elle comprend pas pourquoi Alexa Bliss comprend pas ce qui se passe avec Bray Wyatt du coup et qu'elle peut pas avoir confiance en Alexa Bliss à cause de ça. Donc là on a Alexa Bliss qui commence à péter un cap total. Elle dit que même avant Bianca Belair elle arrivait à gagner des titres. Donc là j'ai pas compris pourquoi elle parlait de ça parce que quand elle gagnait des titres, Alexa Bliss c'était bien avant cette histoire avec Bray Wyatt. Donc ça c'est un petit peu incohérent. Et à ce moment-là, elle prend, je sais même plus ce que c'était un vase ou je sais plus trop quoi, un truc avec des fleurs dedans. Elle le claque sur la tête de Bianca Belair, donc Bianca Belair elle tombe par terre. Et derrière le canapé, on voit Lily, du coup la petite marionnette de Alexa Bliss. Ça, je trouve ça nul. J'aime pas ce genre d'histoire paranormale ou magie de je sais pas quoi. La WWE, pour moi, c'est incohérent. Déjà qu'on connaît tous les ficelles du catch, on sait que c'est scénarisé et en général les gens ils critiquent le catch par rapport à ça. Si tu rajoutes des trucs paranormaux qui crament tout directement, bah ça sert plus à rien et c'est ridicule. Mais c'est même pas ça en vrai, je trouve ça pas ouf cette histoire avec Bray Wyatt. J'ai jamais apprécié ce qui se passait avec Alexa Bliss et Bray Wyatt, c'est pas la première fois que je vous le dis d'ailleurs. Pour moi Alexa Bliss c'était incroyable quand elle était heel de 2016 à 2018. Après ça part totalement en n'importe quoi. En fait, à partir du moment où elle a fait son face turn, je trouvais que ça devenait bien, ça restait bien son face turn où elle s'est alliée avec Nikki Cross en 2019. Mais après, depuis le Covid, elle a eu cette histoire avec Braun Strowman que j'ai pas trouvé ouf et je sais pas pourquoi, d'un jour à l'autre, ils nous l'ont associé avec Bray Wyatt en nous disant qu'Alexa Bliss c'était un petit peu Sister Abigail ou je sais plus trop quoi. Après, c'était la longue période de Thunderdome, j'ai rien suivi de tout ce qui s'est passé avec Alexa Bliss parce que je trouvais ça pas ouf et j'ai pas envie qu'on revienne là-dedans et j'ai surtout pas envie que Bianca Belair elle drop son titre à Alexa Bliss dans 2 semaines parce que Bianca Belair a perdu le match à cause des pouvoirs magiques de Lily ou je sais plus comment s'appelle sa marionnette. Pour moi c'est pas ouf du tout et j'espère que la WWE va pas plonger là-dedans et nous redonner cette facette là d'Alexa Bliss qui est pour moi totalement nulle et qui sert à rien. Et en plus on l'a déjà vu plusieurs fois, ça fonctionne pas tant que ça. Ensuite, on a eu le fameux ladder match entre le Miz et Dexter Lumis. Donc le gagnant, il remportait tous les sous. On s'en fout un petit peu de la stipulation, mais c'est déjà des sous au moins. Donc le Miz contre Dexter Lumis. Dexter Lumis lui était accompagné de Johnny Gargano. D'ailleurs, enlevez-moi Johnny Gargano de cette situation et de cette rivalité pourrie. Et en plus, il sert à rien dans cette histoire. Mis à part remplacer Dexter Lumis et parler à sa place du coup face au Miz. Parce que Dexter Lumis il peut pas exprimer ce qu'il pense et du coup c'est Johnny Gargano qui doit parler à sa place. Mis à part ça, Johnny Gargano il sert à rien et il est même pas mis en avant dans cette histoire-là, donc ça sert totalement à rien. Le match, de mon avis, il était pas méga incroyable. Le Miz c'est pas le plus grand des performeurs in ring, de mon avis, donc j'ai pas apprécié ça. Et Dexter Lumis c'est pas non plus, je suis pas fan de son in ring, c'est un petit peu le genre de in ring à la Elias, genre de in ring que j'aime pas trop. Du coup j'ai pas trouvé que le match était incroyable, mais c'était sympa. À la fin du match on a Dexter Lumis qui était sur le point de remporter les sous et de décrocher l'argent. Mais on a quelqu'un qui l'a attaqué. Et c'était Bronson Reed qui avait fait un passage du côté d'NXT, qui avait fait un bon run d'ailleurs, il est devenu champion nord-américain. Mais au moment de passer au main roster, il s'est fait virer par la WWE. Suite à ça, du coup, il a eu un petit run du côté de la NJPW, même un gros run, parce que en vrai, c'était plutôt bien. Je pense même que son run à NJPW, j'ai plus apprécié ça que son run à NXT. Je l'appréciais beaucoup, Bronson Reed, je trouve que c'était sympa. Mais si c'était moi, je pense pas que ce serait la première personne que j'aurais eu en tête pour la faire revenir à la WWE, surtout pas dans cette situation-là, puisque là, il est juste dans une situation pourrie avec le Miz, c'est un petit peu le petit toutou du Miz, un petit peu comme Tommaso Ciampa, et c'est là que je trouve que la WWE prend pas leçon de ses erreurs, parce qu'on voyait bien qu'avec Tommaso Ciampa ça fonctionnait pas avec le Miz, même si ça faisait que commencer et qu'on n'avait pas vraiment la réaction des fans par rapport à ça. On voit bien que ça fonctionne pas et que ça sert à rien, mais ils refont la même chose avec Bronson Reed, je trouve ça vraiment pas ouf. Et si c'était moi, je l'aurais fait revenir dans une autre situation. En fait, il y avait plusieurs choix par rapport à Bronson Reed et ils ont choisi le pire limite. Donc je trouve ça pas ouf, mais j'ai hâte de voir quand même
la suite de son retour à la WWE. J'ai hâte de le revoir catcher à la WWE aussi. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup de retours du côté de Raw, même si maintenant on a des superstars de Raw qui vont à SmackDown et inversement. Va falloir faire une draft vite pour voir comment on va organiser tout ça. Enfin bref, du coup, victoire du Miz qui décroche l'argent. Je sais pas ce qu'il va faire avec cet argent-là, mais il a remporté le match. Et vite qu'on n'en parle plus parce que c'est vraiment pas la meilleure des choses. Enfin bref, juste après, on a eu le fameux match entre AJ Styles et Sami Zayn, match qui était plutôt sympa, plutôt court à mon goût en vrai. Et étonnamment, Sami Zayn a remporté le match avec le Blue Thunder Bomb. Je crois qu'il a remporté deux matchs avec le Blue Thunder Bomb, en tout cas à la WWE. Et la première fois, c'était face à AJ Styles, encore une fois, à SmackDown en 2017, il me semble. Donc ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir d'avoir un match entre AJ Styles et Sami Zayn. Je crois que c'est aussi quoi, il a intervenu pendant le match. Il avait fait son Samoan Spike sur AJ Styles juste avant que Sami Zayn fasse son Blue Thunder Bomb. Mais du coup, victoire de Sami Zayn, ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'on commence une petite feud entre la Bloodline et The aussi. Pourquoi pas, pour moi, je trouve que ça pourrait être intéressant. Mais du coup, voilà. En faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié une partie, j'avais oublié de parler de quelque chose, j'étais passé directement à la chose après. Du coup, là, on a Seth Rollins qui arrive dans le ring, qui rappelle à Roman Reigns que Raw appartient à Seth Rollins et que ça appartient toujours pas à Roman Reigns. Sauf que là, on a aussi une théorie qui vient couper Seth Rollins. Il arrive dans le ring, il dit que rien n'appartient à Seth Rollins, que c'était même Seth Rollins qui l'avait dit lui-même, que le titre des États-Unis c'est le titre de Raw. Et maintenant, c'est aussi une théorie qui est le champion, donc que Seth Rollins le veuille ou non. C'est l'ère d'Austin Theory qui commence maintenant. Et Seth Rollins va devoir passer le flambeau à Austin Theory. On a Seth Rollins qui va mettre en garde Austin Theory en lui disant qu'il ne veut pas qu'il finisse comme Bobby Lashley. Theory va répondre que la seule raison pour laquelle Rollins est là aujourd'hui, c'est parce que Lashley a attaqué les officiels plutôt que d'attaquer Seth Rollins. Et qu'encore une fois, comme dans toute sa carrière, Seth Rollins a juste eu un petit peu de chance. Donc là, on a Seth Rollins qui va dire à Theory qu'il a du potentiel, mais que jamais il sera Seth Rollins et que jamais il atteindra le niveau de Seth Rollins. Theory, là, il va rappeler à Rollins combien de fois il a eu la balle devant le but et combien de fois il s'est raté. Il va dire du coup à Rollins que Rollins a peut-être déjà atteint le sommet de la montagne, mais qu'aujourd'hui c'est Austin Theory qui va l'atteindre et qu'à ce moment-là, Seth Rollins réalisera qu'il était en fin de compte le troisième meilleur membre du Shield. Donc là, Rollins répond en disant qu'il n'a pas besoin d'atteindre le sommet de la montagne parce que c'est lui le sommet de la montagne, c'est lui le mont Everest, et que Theory se trompe parce que c'est pas le titre qui fait le champion, mais que c'est le champion qui fait le titre et que donc maintenant on va voir quel genre de champion est Austin Theory. Donc là ils sont prêts à se battre, mais on a la Bloodline qui intervient. Du coup Seth Rollins dit qu'ils régleront ces problèmes un petit peu plus tard. On a aussi Kevin Owens qui vient attaquer la Bloodline, et à la fin on a Seth Rollins qui dit que le public veut voir Owens et Rollins du coup botter le cul de la Bloodline, et on a Adam Pearce qui confirme le match. Donc on aura ça un petit peu plus tard, mais avant ça on a un match entre Bayley et Becky Lynch, match qui était excellent. Je trouve que le match était super bon. On a eu Becky Lynch qui était insane, elle était en feu et ça fait plaisir de revoir du in-ring de Becky Lynch. Mais ça n'a pas suffi malheureusement parce que Bayley a remporté le match avec son Rose Plant. Du coup, victoire de Bayley. Je sais pas où tout ça va nous mener. Et j'aimerais bien un petit peu en voir un peu plus clair pendant les Raw, parce que c'est vrai que c'est un petit peu brouillon ces derniers temps. C'est un petit peu brouillon et j'aimerais bien y voir un peu plus clair, que ce soit dans les rivalités ou même n'importe quoi. Tout est brouillon, j'ai l'impression à Raw. C'est un petit peu le contraire de SmackDown, même si ça reste aussi un petit peu brouillon. Je préfère largement SmackDown ces dernières semaines que Raw. Enfin bref. Mais j'aimerais bien y voir tout plus clair. En plus, dans les rivalités, t'as des trucs qui s'interposent. Il y a des trucs bizarres. T'essaies de comprendre, de tout connecter. Mais c'est compliqué et ça fait que ça avance pas assez vite. Donc j'aimerais bien qu'on avance un petit peu plus vite dans tout ça et qu'on y voit un peu plus clair. Je sais pas si vous partagez le même avis que moi, mais en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit dans ma tête depuis quelques temps. Enfin bref, on termine avec le mini-event du coup tag team match, pas pour les titres d'ailleurs, entre les Usos, du coup Jimmy et Jey Uso, face à Kevin Owens et Seth Rollins. Donc petite réunion entre Kevin Owens et Seth Rollins. J'avais bien aimé ce petit duo pendant la route vers WrestleMania, je trouvais ça divertissant, à côté de toute la pourriture qu'on avait sur le côté. Enfin bref, le match était super bien. Pendant le match, on a eu The aussi qui sont attaqués avec Solo Sikoa. On a même Austin Theory qui a attaqué Seth Rollins. Enfin bref, c'était du bordel en dehors du ring. Mais malgré toutes ces interventions, on a quand même eu une victoire de Kevin Owens et Seth Rollins. Kevin Owens qui a fait le taf, qui a remporté le match avec un pop-up powerbomb sur Jimmy Uso, il me semble, ou alors c'était Jay, je sais plus. Mais il me semble que c'était Jimmy Uso. Du coup, victoire de Kevin Owens et Seth Rollins. Après le match, on a Sami Zayn qui est monté dans le ring. Donc on a eu comme un petit face-à-face entre Sami Zayn et Kevin Owens. Il y a vraiment un truc à raconter entre
entre Sami Zayn et Kevin Owens, et j'espère que ça va être sur le long terme et pas juste sur le court terme. J'espère qu'on aura un truc grandiose entre les deux. C'est une feud qui dure depuis des années, même si elle a quand même été terminée pendant plusieurs années. Mais j'ai l'impression que cette feud vit toujours, malgré qu'on soit en 2022, enfin bientôt 2023, j'ai l'impression que cette feud vit toujours. Donc voilà, c'est comme ça que se termine cet épisode de Raw. Donc la suite, ce sera à SmackDown cette semaine, où on aura ce fameux match entre John Cena et Kevin Owens face à Sami Zayn et Roman Reigns. Mais ça, on y reparlera lors de la review de SmackDown. Donc voilà, c'est la fin de cette review. Comme je vous l'ai dit, c'était le dernier épisode de Raw de 2022, parce que je crois qu'ils ont annoncé que la semaine prochaine, du coup le 26, il me semble, eh ben, on aura un épisode best-of de tous les Raw de 2022. Donc il y aura pas de inédit ou de match. En tout cas, il n'y a rien d'annoncé. Et c'est ce qui me semble ce qui va se passer. Donc personnellement, je regarderai pas. Et logiquement, du coup, je ferai pas de review. Donc ce sera la première review de Raw de l'année que je vais pas faire parce qu'il y aura pas de Raw. Et je crois que c'est limite une première qu'il n'y ait pas d'épisode de Raw pendant une année, même si on aura quelque chose à la place. Mais du coup, voilà, logiquement, je ferai pas de review. Donc je voulais le dire tout de suite, je voulais le dire maintenant pendant cette vidéo. Il y a un an du coup, je crois que c'était début 2022, 1er août 2022, je m'étais lancé un défi du coup de faire mes reviews de Raw et SmackDown pendant toute l'année. À chaque fois je commençais ce genre de concept de vidéo, de faire mes reviews. Je tenais ça pas très longtemps, je pense que vous l'avez vu avec NXT pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque. Même je faisais des reviews de Raw et SmackDown quand j'étais un petit peu plus petit. Enfin bref, j'avais jamais tenu ce genre de défi sur le long terme et je voyais que ma chaîne YouTube elle stagnait un petit peu et je voulais me lancer ce défi là du coup début 2022. Je l'ai fait, c'est presque fini. Je sais pas si je vais continuer du coup, je sais pas si pendant l'année 2023 je vais continuer à faire mes reviews. Peut-être que je continuerai à en faire, mais peut-être pas que peut-être ce sera moins récurrent que cette année. Je vais peut-être louper 2-3 reviews quand j'aurai pas envie d'en faire. Enfin bref, je vous dis ça maintenant, mais en vrai je sais pas trop, je sais pas si je vais continuer. Je pense que je vais continuer parce que quand je commence un truc, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. C'est comme mes pronostics. En vrai, j'ai commencé à faire mes pronostics quand j'avais 13 ans, 14 ans. Et depuis, bah, c'est comme si c'était un amusement. Donc j'ai toujours continué de le faire, même si ça faisait pas beaucoup de vues. Donc je sais pas, je vais y réfléchir et je verrai bien. Mais en tout cas, voilà, dernier Raw de l'année. Normalement, on se retrouve la semaine prochaine, enfin fin de semaine du coup pour ma review de SmackDown. Et d'ici là, je vais à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'à du cash, l'espoir. Bisous, bisous.